Eh bien salut tout le monde, c'est AZK, bienvenue pour ce DeFi Actu du 11 avril 2025, j'espère que vous allez bien. Beaucoup de news pour aujourd'hui, tellement de news à vrai dire que je vais séparer le format d'actu en deux morceaux. Le point airdrop, j'en ferai une vidéo à part parce qu'il y a énormément de choses à dire autour des airdrops, et je vais sortir la vidéo du coup un petit peu après celle-ci, mais évidemment les vidéos seront prêtes à peu près en même temps, donc ceux qui sont membres, vous aurez accès aux deux vidéos, pas directement dès qu'elles sortent. Voilà, je préfère décaler un petit peu la date de sortie de la deuxième vidéo, parce qu'en général YouTube aime pas trop quand on sort deux vidéos d'affilée, en tout cas j'ai cette sensation. Bref, désolé pour cette intro un peu plus longue que d'habitude, on commence par le pump and dump qu'on a sur le marché en ce moment à base des tarifs aux États-Unis. Donc on a Donald Trump qui annonce une pause de 90 jours avec un droit de douane réciproque réduit à 10% pour les pays n'ayant pas riposté contre les USA, ainsi qu'une hausse des droits de douane à 125% pour la Chine. Voilà, c'est le gros sujet du moment. D'ailleurs, je sais pas si je l'ai mis de côté. Non, je crois pas l'avoir mis de côté. Mais il y avait un autre post comme quoi Trump espérait pouvoir trouver un accord avec la Chine. Donc il y a les pro-Trump qui vont se dire ouais mais Trump en fait c'est un super stratège, il a 10 coups d'avance, c'était calculé tout ça. Il y a les gens anti-Trump qui vont dire oh c'est une catastrophe, il sait pas ce qu'il fait, on a mis un fou au pouvoir, blablabla. Je sais pas trop où me situer sur ce spectre bon, ces deux extrêmes évidemment, mais j'aurais quand même plutôt tendance à dire que ça m'étonnerait qu'il ait fait les choses au hasard autour de tout ça. Je pense pas que ça l'amuse de particulièrement faire baisser tous les marchés financiers, mais on aura sûrement plus de réponses à nos questions dans quelques semaines, quelques mois, on verra bien. D'ailleurs, suite à cette hausse, suite à cette annonce, plus de 3500 milliards de dollars ont été ajoutés au marché boursier américain. C'est plus que le marché crypto, hein. Le marché crypto, j'ai été voir sur CoinGecko tout à l'heure, c'est 2700 milliards. Bon, c'est essentiellement BTC évidemment, mais c'est quand même 2700 milliards. Là, en une journée sur le marché boursier, c'est plus de la valorisation de toutes les cryptos. C'est quand même assez fou, juste pour une annonce quand même. Et tiens, pour parler un petit peu de positivité, Chantal qui nous avait proposé sa liste de tokens pour faire un x10 là sur 2025. Eh bien, pour l'instant, le wallet performe bien. Alors évidemment, je vous ai posé le contexte en début de vidéo, il y a un rebond des marchés, aussi du côté des cryptos, donc ok, c'est cool. Pour l'instant, tant mieux pour le portefeuille de Chantal, mais si je l'ai créé ce portefeuille sur CoinGecko, c'est pour traquer ça quand même au fil de l'année, voir si, elle avait raison de dire que le gros de la bulle, que le gros du bull run, ce serait fin 2025, ou alors, si elle avait tort, hein, tout bêtement. Je sais pas où je voulais aller sur ma phrase, mais oui, c'est ça. Est-ce que Chantal, elle a une boule de cristal magique et elle veut pas nous le dire? On le saura à la fin d'année. On a Donald Trump qui déclare sur Truth Social que c'est le moment idéal pour acheter. Alors, acheter quoi? Évidemment, il va pas nous le dire. On a envie de voir ce qu'on veut avec ça. J'aurais quand même tendance à dire, même si je parle de crypto tout le temps, même si j'ai deux chaînes autour de ça, j'aurais quand même tendance à dire que c'est peut-être pas l'idéal, c'est peut-être pas toutes les cryptos qu'on peut se permettre d'acheter pour l'instant. J'ai mes biais en ce moment sur le marché crypto, je pense que si vous me suivez un minimum, vous êtes au courant. Bon, BTC ça va, je pense pas qu'il y ait de moment pas idéal pour en acheter en ce moment, mais Ethereum, même s'il a bien baissé, j'avoue que j'ai pas particulièrement envie d'en acheter plus, donc est-ce que c'est vraiment le moment idéal pour acheter? Je ne saurais pas le dire. Si en fait je l'avais mis de côté ça, Donald Trump pourrait déclarer à huis clos qu'il avait hâte de conclure un accord commercial avec la Chine pour mettre fin à l'escalade de la guerre commerciale. Comme je vous ai dit, ça sert à rien d'essayer de faire des super spéculations autour de tout ça. Ça va se dérouler, on aura sûrement les finalités de cette affaire dans quelques semaines, quelques mois probablement. Bon, je pense pas que ce soit dramatique. Ensuite, on a le Pakistan qui va utiliser son excédent d'électricité pour alimenter des opérations de minage de Bitcoin. Le conseiller principal du ministre des Finances pour le Pakistan travaille avec CZ. Ah tiens, CZ toujours dans les bons coups sur la stratégie blockchain du pays. Bon, pas grand chose à rajouter à part que Bitcoin fixe 10 comme on dit, les Bitcoin Maxi aiment bien ce petit adage. On a Trump, tiens j'avais oublié qu'il y avait encore une news autour du bonhomme,
qui signe une résolution annulant les règles crypto de l'IRS ciblant la DeFi. Si je dis pas de bêtises, la résolution qu'il a signée, en gros, ça annule le fait que les protocoles de DeFi doivent déclarer leurs utilisateurs ou je ne sais plus quoi. Il y avait quelqu'un qui avait demandé à Grok et Grok avait fait un bon résumé, je trouve, autour de tout ça. Donc, annuler une règle de l'IRS qui obligeait les plateformes DeFi à déclarer les transactions des utilisateurs. Donc ça allège des contraintes pour ces plateformes, blablabla. De toute façon, c'est pas vraiment réalisable de déclarer ce genre de choses, donc news positive, mais d'un côté, c'est quand même difficile de réguler la DeFi, en tout cas en l'état, avec la DeFi qu'on a actuellement. Un petit truc qui fait pas plaisir, hein, c'est de regarder son portefeuille de temps en temps. Bon, Satoshi Nakamoto, je pense qu'il est plus en vie, donc il s'en fout de regarder son portefeuille, mais nous, on peut le regarder, le sien, et il est en baisse de 30 milliards de dollars depuis la TH. Ah, quand même, c'est quelque chose. Bon, après, je pense pas que si Satoshi est vivant, ou s'il était encore vivant, il s'amuserait à boursicoter, à spéculer autour de tout ça. Hein, ça lui en ferait bouger une sans faire bouger l'autre. On a World Liberty Financial, le projet DeFi de la famille Trump, qui dément avoir vendu des ETH plus tôt cette semaine. Donc, a priori, Arkham reportait une vente d'ETH de la part d'une adresse notée World Liberty Financial. Ils l'ont pas relayé sur leur compte Twitter. C'est quand même assez gros comme truc, et dès qu'il y a des trucs qui bougent autour de World Liberty Financial, ils l'annoncent. Donc soit ils ont fait un post et ils l'ont supprimé parce que c'était faux, soit, je sais pas, j'ai pas assez cherché, ou alors c'était vraiment juste sur leur plateforme et ils l'ont pas partagé sur Twitter. Mais le seul truc que j'ai vu de la part d'Arkham autour de World Liberty Financial, c'est qu'ils ont bougé des fonds de leur wallet principal à un wallet qu'ils utilisent pour acheter des altcoins, 775 000 $. Donc voilà, ils vont peut-être racheter dans les prochains jours du SEI, du Move ou je ne sais pas quel autre token qu'ils ont commencé à acheter sur leur portefeuille, on verra bien. D'ailleurs, ce serait intéressant, un de ces quatre, de faire un point sur ce portefeuille World Liberty Financial. Je sais que sur le site Dropstab, on peut surveiller ce portefeuille. Ils ont des tokens SEI, ils ont des tokens Move qui ont très mal performé récemment. Je me demande pourquoi ils se diversifient sur ces projets-là. Très 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 curieux tout ça. On enchaîne avec les mauvaises nouvelles du jour. Il y en a eu quelques-unes quand même ces derniers jours. Et on commence par MorphoBlue qui a eu une vulnérabilité sur son front-end, donc sur l'interface utilisateur, et plus de peur que de mal, puisque pour une fois, il y a un mevbot. Donc les mevbots, c'est des bots en gros qui vont chercher des failles, ça peut être de l'arbitrage, ça peut être des attaques sandwich, ça peut être tout plein de choses qui vont essayer de trouver des failles en gros pour profiter un peu du système et pour récupérer des sous. Sauf que parfois ça arrive qu'il y ait des mevbots qui front-run, donc qui passent devant les hackers, et du coup on a le mevbot de Coffee Babe. C'est pas la première fois qu'il fait ça, qui a front-runné une faille de sécurité sur Morpho. 2,6 millions de dollars du coup ont été récupérés par le mevbot, et en général le mevbot de Coffee Babe, quand il touche à ce genre d'affaires, les fonds sont tout de suite renvoyés au protocole. Donc c'est pour ça que je dis plus de peur que de mal. Morpho a affirmé avoir résolu l'histoire, que ça y est, tout va bien, on peut accéder au protocole maintenant, les fonds sont safe. C'est un problème de front-end, c'est pas un problème autour des smart contracts, autour du code. Ça arrive de temps en temps, c'est arrivé à plein d'autres gros protocoles, Aerodrome, Balancer et compagnie. Bon, Balancer, ils ont eu plus de problèmes que ça, que juste des front-end, mais voilà, Aerodrome, je pense qu'ils ont eu 3, 4, si ce n'est plus de fois, des problèmes autour de leur front-end. Au bout d'un moment, je pense qu'il faut changer de prestataire pour les noms de domaine, c'est pas possible. Bref, on a aussi eu le hack de Filament, la version pro. Filament, c'est un protocole de trading sur la blockchain SEI, donc un hack d'une hauteur de 572 000 USDC, pas un énorme hack, mais c'est pas un énorme protocole non plus, et en plus de ça, le hacker a même réalisé des profits sur la faille qu'il a exploitée, donc au total, le hacker a quasiment réussi à subtiliser 1 million de dollars. Bon, pour l'instant, ils ont communiqué un petit peu sur le hack. Ils vont essayer de récupérer les fonds évidemment, mais je sais pas trop ce qui va se passer pour les utilisateurs. En tout cas, j'espère que ça ira pour eux. Je sais qu'ils sont... L'écosystème SEI n'est pas un si gros écosystème, donc il y a des chances qu'il soit soutenu par la fondation SEI. Après, on verra bien pour Filament. On a le protocole Mochi DeFi qui a été hacké à hauteur de 50 000 $. Je connais pas du tout le protocole, c'est pas un énorme hack. Mais il y a un truc intéressant par contre autour de ce protocole. De ce que je vois sur le tweet de BlockSec, Mochi a été bloqué par la DAO d'urgence de Curve Finance en raison d'une prétendue tentative d'attaque de gouvernance.
j'aurais envie de dire l'arroseur arrosé un petit peu du côté de Mochi DeFi. Et je crois que c'est l'avant-dernière mauvaise nouvelle du jour. On a le protocole Asterus qui s'est rebrandé, on va en parler un tout petit peu plus dans la minute DeFi, et il y a des vilains hackers qui ont pris contrôle de l'ancien nom de domaine d'Asterus, et du coup qui ont balancé des liens de phishing. Donc faites attention à ça, évidemment. Comme d'habitude, il y a des trucs tout bêtes qui peuvent vous protéger contre les attaques de phishing, c'est des extensions comme Scam Sniffer, comme Pocket Universe, utiliser un wallet comme Rabby qui vont simuler vos transactions. Et Scam Sniffer, Pocket Universe, ils vont même bloquer les sites de phishing parce qu'ils en ont beaucoup de répertoriés. Vraiment, si vous utilisez la DeFi sur un PC, vous n'avez juste aucun intérêt à ne pas installer une de ces extensions. Ça vous coûte rien, même en termes de temps, ça vous coûte 10 secondes à faire et ça peut vous protéger. Voilà, je sais, j'en parle très souvent, mais il y a encore des gens qui ont la flemme de le faire et je trouve ça dommage. Ensuite, on a le SUSD, le stablecoin de Synthetix qui continue sa descente aux enfers. Là, il est descendu à 83 centimes, je crois qu'il a même été encore plus bas que ça. Pourquoi ce stablecoin continue son dépeg de l'enfer? Eh bien, c'est tout simplement parce qu'il n'y a pas de mécanisme de rédemption. Les liquidités sont en train de s'assécher, il y a plein de gens qui vendent leur SUSD sur le marché secondaire. D'un côté, il n'y a que le marché secondaire pour les échanger, donc des pools de liquidités sur Curve et compagnie. Plus il y a de pression vendeuse en quelque sorte sur ce stablecoin, plus son prix peut diminuer, et là ça commence à être la catastrophe. J'ai pas été voir du côté du compte de Synthetix, mais il me semble qu'ils ne communiquent pas trop sur le sujet, ce qui est pas très classe de leur part. Ensuite, après les mauvaises nouvelles, comme d'habitude, les levées de fonds, on commence par une plateforme de sécurité qui utilise de l'intelligence artificielle, Octane Security, qui a levé 6,8 millions de dollars. Bon, c'est pas quelque chose qui va intéresser le commun des mortels, je pense, mais c'est quand même cool d'avoir ce genre d'outils, à voir si ça va bien fonctionner pour eux. Ensuite, on a Firefish, un marché d'emprunt backé par du Bitcoin, a priori. Ils ont levé 1,8 million de dollars. On a Lizzy, une plateforme de paiement crypto qui serait sur Tezos, a priori. Je crois que Lizzy, ça sert aussi à faire des paiements en euros, en shitcoin, évidemment. Je crois qu'on peut faire des cagnottes aussi, ce genre de choses. Ça me parle, Lizzy. Je crois que c'est une application un petit peu mainstream, mais a priori, ils auraient reçu 1,42 millions de dollars de la part de Tezos Foundation, Nix Ventures et deux autres investisseurs. Ensuite, plus grosse levée de fonds, on a Wunder ou appelez ça comme vous voulez, peu importe, une plateforme SocialFi Web3 qui a levé 50 millions de dollars. Je sais pas pourquoi il y a autant de projets sur cette narrative qui lèvent des fonds. Par contre, autant je vois des plateformes de SocialFi, voilà, de réseaux sociaux, DeFi, Web3 qui lèvent des fonds, mais il y en a pas beaucoup qui ont l'air d'être utilisés, qui ont l'air d'être live. Curieux quand même de voir ce que ça va donner dans les prochains mois, les prochaines années peut-être, qui sait. Ensuite, on a Meanwhile, une assurance vie Bitcoin a priori qui aurait levé 40 millions de dollars avec une préévaluation à 190 millions. C'était en tout petit, j'avais un doute si c'était 180 ou 190, donc quand même pas mal. Assez étonnant, c'est pas le genre de projet dont on entend souvent parler. Ça me rappelle un petit peu aussi, j'ai le nom du token, c'est CAPS. Le projet s'appelle CAPS aussi, non, c'est Ternoa, voilà, ça me rappelle Ternoa. D'ailleurs, je sais pas ce qu'ils deviennent eux, je sais pas si ça marche toujours de leur côté, mais pourquoi pas, une assurance vie backée par du Bitcoin, je trouve l'idée intéressante. Et dernière levée de fonds du jour, c'est Tons Protocol, une plateforme de messaging on-chain qui a levé 10 millions de dollars, et on retrouve Coinbase Ventures, A16Z dans les investisseurs quand même. C'est pas rien. D'habitude, après les levées de fonds, on enchaîne avec la minute DeFi, mais là, il y a pas mal d'actualités autour des stablecoins, et comme de toute façon, on n'aura pas de point airdrop, je vais faire une petite section que je fais de temps en temps, ça m'arrive de faire cette section, mais voilà, juste les news autour des stablecoins, et on commence par le récap de Blue Chip. Alors, je vais prendre uniquement les news qui m'intéressent, parce qu'il y en a certaines que j'ai passées dans les récents DeFi Actu. Donc tout d'abord, on a Felix Protocol qui s'est lancé sur Hyperliquid, donc c'est un protocole un petit peu à la Liquidity, où on peut mettre un token Hype en collatéral pour emprunter du FEUSD, le stablecoin du protocole. La levée de fonds de Codex, on en a parlé la dernière fois. Les histoires autour de Justinson aussi,
aussi on en a parlé il y a pas longtemps. On a CFX Labs qui lance le Move USD, donc je suppose que c'est un stablecoin qui sera sur l'écosystème Move, donc soit Movement, soit Sui, soit Aptos, soit peut-être plusieurs de ces blockchains, et ce serait un stablecoin backé par des dépôts bancaires. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Tether qui planifierait de lancer un nouveau stablecoin pour les clients institutionnels sur le marché américain. Bon, ça nous concerne pas trop, encore une fois, en tant que lambda farmer sur la DeFi, mais c'est quand même intéressant, un Tether qui continue un petit peu de construire son empire. La news autour de Sony qui accepte les paiements en USDC à Singapour, on en a parlé. La levée de fonds de Cap Protocol, on en a parlé. L'airdrop de World Liberty Financial de leur stablecoin, on en a parlé aussi. Donc il me reste que cette news là. La deuxième plus grosse banque du Japon lancerait un stablecoin en collaboration avec Avalabs, donc ceux qui sont derrière Avalanche et Fireblocks. Bon, pas grand chose à dire autour de tout ça, ce serait un stablecoin probablement sur le yen, intéressant. C'est assez perdu je trouve les stablecoins yen, il y en avait en 2021 et j'en entends plus du tout parler. Toujours sur les stablecoins, on a l'USDT 0 maintenant qui est sur Sei, il y avait déjà l'USDT, hein, ils ont juste renommé en quelque sorte, mis à jour la version de l'USDT sur la blockchain Sei, pas très étonnant, hein, Tether continue de s'étendre un petit peu aussi du côté de la DeFi. Par rapport à Felix Protocol, le protocole qui permet de minter un stablecoin sur Hyperliquid, il y a DeFi Lama qui commence à traquer le protocole, et je sais pas si c'est une erreur de leur part ou alors s'ils savent des choses sur le protocole, mais ils disent qu'on peut déposer en collatéral des tokens Hype ou des tokens majeurs bridgés, du BTC, de l'ETH, du Solana. Soit ils savent quelque chose, soit il y a une erreur, parce que pour l'instant on peut que mettre du token Hype en collatéral, et d'ailleurs la capacité totale d'emprunt de stablecoin minté a atteint son maximum. Voilà, on peut pas emprunter de nouveaux stablecoins, le système à points va commencer dans la journée, j'espère qu'ils vont augmenter un petit peu la quantité de stablecoin mintables, parce qu'il y a peut-être des trucs sympathiques à faire sur cet écosystème, j'avoue que j'ai pas encore creusé ce qu'il y avait sur Hyper EVM, faudrait que je jette un coup d'œil un de ces quatre. Peut-être une petite idée de quoi de beau sur la DeFi que je pourrais faire cette semaine ou la semaine prochaine plutôt, vu que là on est déjà quasiment à la fin de la semaine. Enfin bref, c'est à peu près tout ce que j'avais pour les news autour des stablecoins. On enchaîne maintenant avec la minute DeFi, donc les actualités un petit peu globales de la DeFi qui ne méritent pas forcément qu'on s'attarde dessus, enfin ça dépend. Enfin bref, le format change de plus en plus, j'ai l'impression au fil des vidéos. On commence par Layer 3, la version 3 de Layer 3 et live, donc il y a une petite refonte sur leur application, j'ai pas encore été voir ça en détail, à vrai dire je sais même pas si je vais aller voir ça en détail, dans la foulée il y a aussi eu l'airdrop saison 3 de Layer 3, mais j'en parlerai dans l'autre format d'actu, dans le point airdrop qui sortira cet après-midi. Ensuite, on a Asterus du coup qui s'est rebrandé et qui a même fusionné avec le protocole APX Finance. APX d'ailleurs, anciennement c'était Apollo X il me semble. Beaucoup de rebranding, beaucoup de choses qui bougent sur l'écosystème de la Binance Smart Chain, surtout en ce moment. Vu que Apollo X, ils ont déjà un coin, ils ont déjà leur coin. Est-ce qu'on peut toujours espérer un airdrop sur Aster, parce que maintenant Asterus ça s'appelle Aster? Je suppose que oui, il y a toujours l'air d'y avoir un système à points, on verra bien. Ensuite, on a Mod qui lance Mod Trade, ce serait le premier exchange qui intègre de l'IA prédictive dans l'expérience de trading. Bon, ça se passe sur l'écosystème Mod, ça fait un petit moment qu'ils sont sur cette narrative de l'intelligence artificielle. J'ai essayé un petit peu de surfer la narrative sur Mod, je me suis un petit peu cassé les dents dessus, du coup j'avoue que je surveille pas trop cet écosystème et je suis pas tellement intéressé par ce qui se développe là-bas. C'est cool hein, d'avoir une superbe plateforme, un superbe exchange sur son écosystème, mais s'il n'y a pas les liquidités, c'est quand même compliqué. Après peut-être que ils build leur tech et qu'ils pourront l'exporter plus tard sur Base ou je ne sais quoi, on verra bien. On a un agrégateur qui de base vient de Starknet si je dis pas de bêtises, qui est dispo maintenant sur Base. Alors j'ai été comparé avec les agrégateurs qu'on retrouve sur Jumper typiquement. C'est bien, mais c'est pas le meilleur agrégateur non plus. D'ailleurs, je l'ai même pas cité, c'est Fibrous Finance. J'essaierai de jeter un coup d'œil de temps en temps si j'ai besoin de faire un swap sur le protocole. À voir. Il me semble qu'il y a un système à points aussi sur le protocole. Donc ceux qui ont farmé Odos ou je ne sais quel agrégateur, bon bah maintenant vous pouvez peut-être essayer de passer un peu par Fibrous, même si en général les agrégateurs
c'est pas des protocoles qui donnent des airdrops de fou furieux. Après j'ai cité Odos. Odos, je pense que c'était l'exception qui confirmait la règle. Un petit graphique qui nous vient de DeFi Lama, c'est la quantité de stablecoins en circulation sur la blockchain Ethereum corrélée avec le prix d'Ethereum, enfin pas vraiment corrélé mais mis en même temps sur le même graphique avec le prix d'Ethereum, et je sais pas s'il y a vraiment des corrélations à faire, même si j'avoue que sur le cycle de 2021, bah franchement, il y avait une corrélation. Là, ça a pas trop l'air d'être le cas, où on pourrait voir une corrélation inverse peut-être, mais tout ça pour dire, j'ai choisi ce graphique juste pour dire que, malgré que le prix d'Ethereum va à la baisse, il y a toujours de l'activité sur le réseau Ethereum, et les stablecoins, il n'y a jamais eu autant de stablecoins sur le réseau Ethereum. Donc malgré que on ait la blockchain Ton, la blockchain Tron, plein d'autres écosystèmes, je parle surtout pour Tether, maintenant qui acceptent l'USDT, qui permettent d'échanger des USDT à moindre frais, il y a toujours une grosse partie des stablecoins qui sont sur Ethereum. Et je pense pas que ça va changer de sitôt. Voilà, si ça peut rassurer un petit peu les gens, même si c'est pas toujours une bonne chose de se rassurer, parce que parfois ça peut nous enfermer dans des biais, et c'est pas toujours une bonne chose de faire ça, mais voilà, ça peut vous rassurer quand même un petit peu au niveau de Ethereum, vraiment côté tech, c'est toujours utilisé, allez voir les données sur les transactions et compagnie, même si les frais sont plus faibles, il y a toujours autant de transactions, il y a toujours un marché de stablecoin présent sur Ethereum, donc ouais, le prix, l'activité, c'est quelque chose de différent. Et je pense juste que le marché commence à pricer Ethereum différemment. En 2021, Ethereum c'était quand même gros, il y avait beaucoup moins de concurrence sur la DeFi. Maintenant, il y a de la concurrence, on se rend compte que Ether c'est bien, mais bon, ça a quand même ses limites. Et en plus de ça, Ethereum, techniquement, je parle en termes d'application de DeFi, je parle pas de l'aspect sécurité, comment on sécurise le réseau Ethereum, mais du côté de l'utilisation, on n'a pas spécialement besoin d'avoir de l'ETH pour faire de la DeFi. Donc je pense que Ethereum a perdu un peu ça. En 2021, les gens associaient forcément DeFi avec Ethereum. C'était vraiment impossible pour les gens de faire de la DeFi sans Ethereum, ou en tout cas de ne pas y penser. Alors que là, je trouve que ça a bien changé sur ce cycle. Même si on a tout le délire des Layer 2 et compagnie, Ethereum, on peut faire sans. On peut faire de la DeFi sans Ethereum. Bref, je vais pas m'attarder 15 000 ans sur ce graphique, vous avez compris un petit peu l'idée que je voulais faire passer avec ça. On enchaîne avec Nemo Protocol, c'est JRMC, si je dis pas de bêtises, qui l'avait partagé sur le Discord. D'ailleurs, je le mets pas souvent en avant le Discord, pour une fois, je le mettrai dans la description, si vous avez envie de discuter DeFi ou quoi que ce soit. En général, quand j'ai des idées de vidéos, quand j'ai des trucs qui me passent par la tête, je vais les partager sur le Discord, donc si ça peut vous intéresser de voir un peu tout ça, n'hésitez pas, le lien est dans la description. Je le mets pas souvent en avant parce que j'aime pas les Discords où il y a 1000 personnes et où on peut pas suivre toutes les conversations. Alors oui, du coup c'est vraiment mon Discord, c'est vraiment mon espace, mais n'hésitez pas à venir pour discuter, pour partager autour de la DeFi, c'est sympathique, il y a une ambiance sympathique là-bas. Bref, je n'avais pas du tout fait attention que sur la blockchain Sui, on avait un fork de Pendle. Alors pour l'instant il y a très peu de liquidité, ça a pas l'air d'être énormément utilisé, il y a des rendements qui peuvent paraître sympathiques sur le papier, mais comme on n'a pas beaucoup de liquidité, c'est pas des rendements qui sont atteignables on va dire, ou en tout cas dans de grandes mesures c'est pas atteignable. Typiquement là le principal token sur USDC, 13% d'intérêt fixé sur 300 jours, c'est pas mal, mais vous allez pas pouvoir le faire avec 1000$. Avec 1000$, en fait, il n'y a pas assez de liquidité, vous allez avoir genre 2% d'intérêt fixé sur 314 jours. Ce qui est pas terrible, 2% sur un an quasiment, ouais, on peut trouver mieux sur la DeFi. Donc je vais surveiller le protocole, j'espère qu'il va se développer un petit peu plus, parce que j'aime bien les protocoles comme Pendle. Il y en a pas en plus sur Sui, donc j'espère qu'ils vont réussir à se développer un petit peu plus, et je remercie du coup JRMC qui avait partagé le protocole sur Sui. J'étais complètement passé à côté de ça. Tant que je parle de Pendle, et on va parler un petit peu de Berachain. J'aime bien parler de Berachain, oui, vous avez peut-être l'impression que c'est ma cible du moment, et on se fait chier sur la DeFi, faut bien que je trouve des trucs à dire, et mine de rien, sur Berachain, il y a des trucs que j'ai jamais vus ailleurs, donc c'est intéressant pour moi de creuser aussi un écosystème comme Berachain, d'en faire 10 000 vidéos, parce que je trouve des choses que j'ai jamais vues ailleurs, et chaque expérience que je peux avoir sur la DeFi, ça peut me servir pour plus tard. Chaque truc que je peux découvrir,
je vais essayer de m'en souvenir pour pas me faire avoir entre guillemets une deuxième fois par un autre protocole. Enfin bref, ou par une autre blockchain plutôt. Qu'est-ce qui se passe là du côté de Berachain et du côté de Pendle? Il y avait des pools de liquidités sur Pendle qui maturaient le 10 avril, donc juste avant la date de libération de la plupart des vaults, hein, Etherfi, Lombard et compagnie. Et c'est des petits malins du côté de Berachain, ils ont relancé des nouvelles poules pour rallonger un petit peu la spéculation, on va dire, autour de Pendle, et ces poules elles maturent le 8 mai 2025, donc 2 jours après Boyco, 2 jours après le dernier déblocage de liquidité sur l'écosystème Berachain. Je trouve ça marrant comme temporalité parce que ils auraient pu faire des poules de liquidité qui maturent dans 2-3 mois si ils ont envie de faire durer leur écosystème. Vraiment, tout me fait croire qu'ils ont pas envie de faire durer leur écosystème. Je pense pas que la DeFi va mourir le 8 mai sur Berachain, mais quand même, je pense pas que ce soit choisi au hasard cette maturité. D'ailleurs, pour ceux qui auraient raté la vidéo qui est sortie récemment sur Berachain, où je rentre un petit peu plus en détail sur la gouvernance, sur comment ça fonctionne, sur aussi comment je l'interprète évidemment, parce que j'ai quand même des biais de farmer mercenaires sur la DeFi, mais si ça vous intéresse d'avoir un avis pas habituel, on va dire, sur Berachain, bon, allez voir la vidéo, mais je crois que les 3/4 des vues qu'il y a sur cette chaîne YouTube, c'est des vues de gens qui sont déjà abonnés, donc il y a de grandes chances que vous ayez déjà vu la vidéo, mais il faut bien que je fasse ma petite auto-promotion de temps en temps, ça fait pas de mal. Et d'ailleurs, allez, pour clôturer un petit peu cette page Berachain, j'ai peut-être mis des ordres limites sur Hyperliquid pour shorter Bera, et peut-être, je dis bien, qu'il y a 2 de ces ordres limites qui sont passés, et que j'ai une position maintenant à la baisse sur Bera. J'en reparlerai sur la chaîne principale dans le prochain épisode du journal DeFi, je sais pas quand est-ce que je ferai ce prochain épisode, mais je commence à avoir pas mal de choses à dire. Il y a pas de point airdrop, mais pour ceux qui auraient juste envie de récupérer les liens des derniers airdrops, allez checker si vous êtes éligible ou quoi que ce soit, eh bien, il y a le track qui existe. Voilà, c'est à peu près tout pour cette vidéo. On va terminer avec un petit mème du jour qui nous vient de Cryptomage. J'avais pas du tout fait attention à ça, mais on a CoinGecko qui a complètement déraillé et qui nous a mis Bitcoin en top 4. Voilà, je sais pas pourquoi, sur CoinGecko, pendant un petit moment, pendant un bref instant, la market cap de Bitcoin c'était 88 milliards de dollars. Peut-être un CoinGecko un petit peu nostalgique, c'est vrai qu'à une époque il valait ce prix-là, hein, techniquement, enfin il avait cette valorisation-là, mais non, désolé, il n'y a pas eu un flippening d'Ethereum devant Bitcoin, c'est juste des erreurs de données du côté de CoinGecko, ça arrive de temps en temps. Bref, c'est tout ce que j'avais pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker avant de partir, hein, ça fait toujours plaisir, on se retrouve bientôt j'espère, d'ici là portez-vous bien, salut tout le monde.